Je vous propose un petit quiz pour rentrer dans le sujet et dans le bain le temps que les derniers se connectent. Du coup, un petit quiz en 5 questions. La première question, c'est les émissions du numérique sont plus importantes que celles de l'aviation civile, moins importantes que celles de l'aviation civile, égales à celles de l'aviation civile. Vous pouvez soit réfléchir de votre côté ou vous pouvez aussi mettre les réponses dans le chat directement. La réponse est plus importante que l'aviation civile. Chaque année, l'aviation civile émet près de 3% des émissions de CO2 mondiales, vs 4% pour le numérique. Il y en a qui avaient juste, d'autres qui étaient un peu sceptiques. Je continue pour la deuxième question. Qu'est-ce qui pollue le plus? Regarder un streaming, envoyer un email ou flâner sur les réseaux sociaux? Le streaming a l'air de l'emporter. Et vous avez raison, le streaming vidéo représente à lui seul 60% des flux de données sur Internet en raison du poids des fichiers vidéo. La consommation de streaming vidéo émettrait près de 1% des émissions mondiales de CO2. Vaut-il mieux télécharger ou écouter de la musique en streaming? A. Écouter la musique en streaming sur une plateforme, télécharger la musique, écouter sur YouTube. Les résultats sont un peu mitigés, mais le B a l'air de l'emporter et vous avez raison. Télécharger sa musique a moins d'impact que de l'écouter en direct sur une plateforme. Donc, peut-être qu'on peut revenir à nos usages anciens, on va dire, et reprendre le téléchargement pour consommer de la musique au quotidien. Quatrième question et avant-dernière question. Envoyer un email consommerait autant qu'une ampoule allumée pendant 5 minutes, 15 minutes ou 25 minutes? B, C, B, C. Eh bien, c'est 25 minutes. Donc, c'est une étude qui a été menée par l'ADEME qui a révélé cette statistique. Donc, un email avec une pièce jointe jusqu'à 1 émo envoyé à une personne émet 20 grammes de CO2, soit l'équivalent de la consommation électrique d'une ampoule de 60 watts pendant 25 minutes. Question 5, la dernière pour la route. Et je pense qu'on sera au complet pour démarrer ce webinaire. Donc, une journée de travail sur ordinateur correspondrait à 3 km en voiture, où la consommation énergétique de 20 ampoules, 5 km en voiture, où la consommation énergétique de 50 ampoules, ou 9 km en voiture, et la consommation énergétique de 80 ampoules. De quoi réfléchir à nos journées de travail et notre impact. Effectivement, c'est la dernière réponse qui est la bonne. Donc là, c'est une étude de WWF. Un salarié au travail devant un ordinateur représente chaque jour la consommation électrique de 80 ampoules. Voilà, j'espère que ce petit quiz vous a plu pour vous mettre dans le bain. Je vais laisser place à la vidéo de présentation. Ah, on me dit dans l'oreillette que vous n'avez pas le son. Et ben, du coup, je vais vous le faire en direct, ça sera plus simple. Oui, c'est parce que j'ai les écouteurs. Mais bon, si je les enlève, etc., je pense ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, voilà, je double la vidéo. Du coup, l'idée, c'était de vous présenter un petit peu pourquoi la Collab aujourd'hui organise ce webinaire sur l'éco-conception.
C'est une démarche que l'on mène voilà, depuis plusieurs mois, années. La Collab est assez investie depuis sa création en 2015 sur les sujets RSE, historiquement plutôt sur des enjeux sociaux et sociétaux. Mais en 2020, on a créé un squad qui s'appelle, donc un squad, c'est une commission de travail qui s'appelle donc le squad engagement environnemental et social de la Collab, qui vise à évangéliser un petit peu nos pratiques à l'échelle de chaque freelance, donc de façon individuelle, mais aussi collective. Et dans le cadre de cette démarche, on a voulu aller plus loin et montrer l'exemple. On avait déjà, en 2020, créé une offre pour accompagner nos clients sur une communication plus responsable et on se devait de nous montrer l'exemple aussi. Et donc, a été entrepris la refonte du site internet de la Collab avec une démarche éco-conçue, avec plusieurs freelance experts. Et l'idée aujourd'hui, c'était que nous, de cette expérience, riche de cette expérience de travail en commun, de réflexion et de recherche, on a voulu vous partager, en tout cas, tout ce qu'on sait et qui peut vous servir à vous en tant qu'entreprise, à votre échelle, d'avoir un impact sur, sur l'environnement. Voilà. Alors, j'en profite pour me présenter. Donc, je suis Laura Streleski, je serai l'animatrice de cette table ronde. Donc, c'est moi qui vais questionner nos experts aujourd'hui. Donc, je suis ravie de vous retrouver. Je suis aussi la cofondatrice de la Collab et je suis moi-même consultante en marketing digital de métier. Donc, j'accompagne des clients dans leurs besoins en marketing et communication. Et j'ai été chef de projet sur la refonte de ce site éco-conçu qui est celui de la Collab. Pour vous en dire rapidement un petit peu plus sur la Collab, donc la Collab, on aime la définir comme une collaboration agile, fiable et clé en main, celle dont les entreprises rêvent un petit peu aujourd'hui, avec des experts qui sont indépendants, qui vont permettre de vous accompagner sur tous les enjeux que vous pouvez avoir sur les métiers du marketing, de la communication et du digital. La Collab, aujourd'hui, on est présent dans 5 villes. Donc, on est présent à Paris, Toulouse, Marseille, Nantes et Lyon. Je vois dans le chat qu'on nous demande pour Barcelone. Effectivement, il n'y a plus d'implantation, on va dire, à Barcelone. Il y a toujours des freelances de la Collab à Barcelone, mais il n'y a plus en fait d'animation du réseau de freelance et c'est plus un groupe construit entre guillemets. Voilà pour l'introduction de la Collab. Généralement, il y a environ 90% de nos clients qui sont confrontés à une évolution trop rapide de nos métiers, mais aussi des techniques, des outils et des compétences qu'on utilise au quotidien. On est sur de l'hyper-spécialisation. C'est compliqué parfois de recruter. Ce sont des profils qui peuvent être difficiles à identifier et aussi très prisés. Et c'est pour ça que les clients de la Collab régulièrement font appel à nous pour leurs besoins. Ils expriment parfois aussi une lassitude vis-à-vis de l'offre traditionnelle du marché, qui peut parfois manquer de flexibilité, de conseils ou de transparence et de compétitivité, prix notamment. Et 50% aussi de nos clients nous expriment régulièrement une difficulté à lire l'offre. Quelle est vraiment la bonne solution pour moi? Est-ce qu'on peut avoir une offre sur mesure? Et c'est comme ça qu'est née la Collab, donc un modèle qui réunit aujourd'hui 150 indépendants avec plus de 900 profils déjà qualifiés, déjà rencontrés. La Collab, il faut savoir que c'est une entreprise qui est structurée, qui est une SAS, qui existe depuis 2015. Aujourd'hui, là, le collectif et le freelancing a le vent en poupe, mais nous, on va fêter cette année notre 8e bougie. Donc, ce qui montre aussi la fiabilité et la capacité pour nous de développer un nouveau modèle organisationnel qui mise sur l'agilité, l'humain aussi, l'humain vraiment au cœur de notre modèle. On est vraiment sur un positionnement assez éloigné, par exemple, du business de plateforme et on va être sur une organisation hybride, un petit peu entre l'agence de communication et, par exemple, les ESN. Voilà. Vous êtes accompagné à la Collab par un interlocuteur privilégié, unique, qui est votre partenaire business, qui doit et qui s'efforce que tous les projets que vous menez avec les indépendants soient le plus faciles et impactants possible. Voilà pour la présentation de la Collab.
Donc, certains de nos métiers sont représentés aujourd'hui puisque l'un de nos pratiques, c'est aussi de faire des sites internet. Et on travaille avec 3 offres. Donc, la collab project qui va se rapprocher de ce que vous connaissez de l'agence de communication. La partie connect pour le placement d'indépendants quand vous avez besoin d'une ressource en particulier. Et enfin, la partie académique et organisme de formation certifié Calliope pour vous former et pouvoir réaliser vous-même toutes vos opérations marketing et communication. Et les clients que nous accompagnons sont de toute taille et tout secteur d'activité, puisque vous imaginez bien qu'à 150 experts, on a tous des backgrounds et des appétences qui sont différentes les uns des autres pour pouvoir mener des équipes sur mesure et choisir les bons profils pour chaque projet. Et voilà, je pense que là, on est tous connectés. Oui, je dépassais même un petit peu le timing. Donc, je vous propose qu'on commence tout de suite en donnant la parole aux experts. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Alizé. Donc, Alizé qui est experte en numérique responsable et fondatrice du blog, Le Bon Digital, pardon. Donc, on est ravis de t'avoir parmi nous, Alizé, que j'ai rencontré à Nantes. Voilà. Tu peux dire quelques mots, Alizé, faire un petit coucou. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de pouvoir intervenir sur le sujet. J'espère que je pourrai répondre un peu aux questions aussi. Bien sûr. Ensuite, Johan, qui est développeur full stack en freelance depuis très longtemps, je dirais presque 10 ans, je pense. C'est ça. Salut, Johan. Salut, enchanté, je suis content d'être là et puis de voir qu'il y a plein de monde, ça va être intéressant. Céline, bonjour. Du coup, Céline est consultante en UX, UI design et elle a participé notamment à ce site de la collab Éco-Conçu. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. J'espère pouvoir répondre à toutes vos questions. Ensuite, on a Rémi qui va nous rejoindre sûrement pendant la visio. Il me semble qu'il n'est pas encore. Je suis là. Ah, tu es là. Bonjour Donc, Rémi, Laura, bonjour à tous. Bonjour. Du coup, Rémi qui est consultant SEO et qui joue aussi un rôle majeur dans la refonte d'un site internet. Donc, c'était important d'avoir un représentant de Google, on va dire, parmi nous. Ensuite, on aura l'occasion et le plaisir d'entendre Myriam. Donc, Myriam Hadji, qui est responsable du développement et marketing corporate dans l'entreprise Accessit. Elle va être notre témoignage. Voilà, elle a dans son entreprise, elle porte un projet de refonte de site internet. Elle se pose la question de l'éco-conception et du coup, elle va peut-être un petit peu pouvoir challenger nos experts et s'assurer de bien comprendre les avantages, les inconvénients et les tenants et aboutissants de ce type de site internet. Bonjour Myriam. Bonjour à tous. Tout est dit. Effectivement, j'ai un projet de refonte de site internet. Donc, ce sera l'occasion en direct de pouvoir échanger avec les experts parce que j'ai plein de questions. Je ne m'y connais pas du tout en éco-conception. Donc, ce sera l'occasion pour moi et de monter en compétences et aussi de mener à bien ce projet à court terme. Merci Myriam d'être avec nous. Alors, pour introduire la table ronde et pour démarrer les questions, nous, il y a un site un site et une donnée qui nous a particulièrement marqué à la fin de notre projet de création de site. C'est le site Website Carbone. Donc, vous pouvez vous y connecter et tester votre site actuel. Nous, il a révélé qu'on est passé de 6,84 grammes de CO2 à 0,11 grammes de CO2. Donc, notre impact a considérablement diminué. Donc, je vous invite à tester votre site Internet sur ce site-là. Ça vous donnera aussi un point de départ d'où vous démarrez dans votre projet d'améliorer votre impact environnemental via votre site Internet. Et du coup, pour rebondir, déjà, Alizé, si tu pourrais nous expliquer un petit peu, c'est quoi l'éco-conception de façon, on va dire, générique, et ensuite, qu'est-ce qu'on entend par exemple, impact du numérique pour l'environnement?
Ouais, tout à fait. Alors, l'éco-conception, d'un point de vue général, on peut l'appliquer à tout type de produits et de services. En fait, le but de l'éco-conception en lui-même, c'est de réduire l'impact environnemental, et j'irais même au-delà, c'est aussi social, des services ou du produit conçu pendant toutes les phases du cycle de vie. Que ce soit un produit ou service, on a les phases de conception, de vie, de la durée de vie et de fin de vie. Et en fait, le but, c'est vraiment sur tous ces aspects-là, sur tout ce cycle-là, d'avoir une réflexion de réduction des empreintes, donc à la fois environnementale et aussi sociale. Donc ça, on peut l'appliquer à du textile, donc ça va être, je ne sais pas, certaines marques qui vont aller plus loin dans une conception plus responsable de vêtements. Mais là, pour le numérique, on a une conception responsable. Enfin, quand on parle de numérique responsable, on parle de tous les aspects physiques et aussi de tous les services du numérique. C'est-à-dire que l'éco-conception en elle-même du numérique, on va l'appliquer aussi à tout ce qui est matériel utilisateur. C'est-à-dire, on peut aussi éco-concevoir un ordinateur, un téléphone. Il y a des marques qui le font, très peu, mais il y en a. Il y a Fairphone, qui est un très, très bon exemple, qui conçoit des téléphones plus durables. Il y a l'entreprise Y qui fait pareil pour des ordinateurs. Ça, c'est un principe d'éco-conception déjà. Et au niveau des services numériques, il y a aussi possibilité d'avoir de l'éco-conception pour réduire l'empreinte des sites Internet. Et avant même de parler de ça, je pense que c'est important aussi de revenir sur les impacts du numérique en eux-mêmes et pourquoi c'est important en fait d'éco-concevoir des services numériques. Donc, ce qui est cool, c'est que le quiz du début a bien introduit la chose. Le numérique a un impact quand même assez global. On l'a vu, c'est plus que l'aviation civile, c'est quand même 4% de gaz à effet de serre émis chaque année, donc c'est pas rien. Dans tout ça, dans le numérique, en fait, on va avoir 3 grands pôles qui permettent au numérique de fonctionner. On va avoir les terminaux utilisateurs, donc ça va être nos téléphones, nos ordinateurs, etc. On va avoir tous les data centers. Là, on va stocker la donnée, là, on va stocker nos sites. Et on va avoir l'ensemble du réseau, c'est-à-dire tous les câbles qui vont permettre de relier tout ça, toutes ces données-là et de les faire transiter, en fait. Donc, ce qui fait que quand on doit concevoir un site Internet, on va devoir travailler sur tous ces aspects-là, en fait. Alors, si je parle de l'éco-conception de services numériques, on a d'abord la première phase de conception en elle-même. Donc, ça va être le travail, là, vraiment, des UX designers, des UI designers, des chefs de projet, des développeurs qui vont être importants. Il va y avoir aussi la durée de vie du site, parce que c'est bien d'éco-concevoir un site, mais si on le conçoit, si on fait une refonte de site tous les ans ou tous les 2 ans, finalement, l'impact va quand même être multiplié aussi. Donc, le but, c'est d'avoir aussi un site qui dure dans le temps. Et après, il y a la fin de vie du site, il y a le stockage aussi du site. Donc, là, on va arriver à la phase de data center où on va essayer de stocker ces données sur des data centers, notamment en France, des data centers qui puisent leur énergie qui utilisent de l'énergie plus durable. Donc, il y a tout cet aspect-là. Il y a tout l'aspect aussi de fin de vie du site. Ça arrive souvent dans les phases de refonte, etc., de ne pas supprimer le site derrière, donc d'avoir toujours un paquet de données en fait, qui reste toujours stocké. Voilà. Donc, il y a une multitude de bonnes actions qu'on peut faire sur toutes ces phases de vie-là. Est-ce que tu penses qu'il y a des idées un petit peu reçues, voilà, des affirmations, des choses que tu entends régulièrement sur l'éco-conception et notamment de site internet que tu aimerais un petit peu dénoncer en particulier? Ouais, alors il y en a forcément. Je pense, alors en fait, c'est assez, comment dire, c'est assez compliqué d'un côté pour répondre à ça parce que je suis tellement dedans avec des experts qui sont déjà la tête dedans et qui connaissent bien que des fois, on n'a pas trop ces idées en tête là. Ce que j'ai souvent entendu aussi, c'est le principe des images. C'est-à-dire, oh mon Dieu, il y a plein d'images, ça va peser lourd, etc. Parfois, une fonctionnalité qu'un UX designer a voulu faire et qu'un développeur a codé, la manière dont on code, va être largement plus lourde que juste une simple image qui a été mise dans le site, quoi. Donc, il ne faut pas faire le focus que sur les images, en les compressant bien, etc. On peut en mettre sur son site, il n'y a pas de souci. Le but, c'est vraiment d'avoir un équilibre et en fait, je pense comment dire,
que les mauvaises idées C'est qu'on peut avoir sur de l'éco-conception, c'est de mettre le focus sur des points très précis, comme là, je prends le principe des images, alors que Ouais. c'est vraiment une éco-conception globale, à la fois le parti pris du développeur, le parti pris du designer, etc. Et toute vraiment la conception qu'il va y avoir, c'est pas juste un principe voilà, Ouais. d'intégration, quoi. C'est en fait une vision globale du site Ouais. et un impact global du site. Il faut trouver les leviers sur lesquels on peut jouer sans nuire à nos objectifs et l'expérience utilisateur de chaque consommateur. Comme en fait le site internet éco-conçu fait partie aussi d'engagement et d'actions qu'on peut mener, mais c'est peut-être pas finalement le site internet d'une entreprise qui pollue le plus, entre guillemets. Et donc, ça rentre dans une démarche globale et une vision globale. Ouais. Très clair. Et aussi, je voulais rajouter aussi, je pense que le numérique responsable, déjà à la base, vraiment, quand on veut même avant même de vouloir éco-concevoir un site web, c'est de se poser la question du besoin de ce site web-là, ou tout service numérique, l'application mobile. Est-ce que vraiment elle est utile? Enfin, nous, on fait souvent les 3 U, c'est utile, utilisable et utilisé. Donc, en fait, ces principes-là, c'est de se dire, est-ce que vraiment ce que je vais concevoir va être utile pour la population? Est-ce qu'elle répond à un besoin utilisateur ou est-ce que c'est juste un énième gadget? Est-ce qu'elle est utilisable? Est-ce qu'elle est accessible? Est-ce qu'elle est performante? Est-ce qu'elle se peut charger vite? On parlait un peu du SEO, c'est clairement ça aussi. Et est-ce que ce sera vraiment utilisé? C'est-à-dire, est-ce que vraiment il y aura des utilisateurs en face pour pouvoir l'utiliser? Donc voilà. Donc il y a aussi vraiment la légitimité et la pertinence surtout du site web en lui-même. Super, très clair. Merci. Je vais donner la parole à Céline ensuite pour déjà refaire un petit point sur la notion de refonte de site internet, puisqu'on a pris l'angle de la refonte, parce qu'aujourd'hui, la majorité des entreprises ont déjà un site. Donc après, bien sûr, tous les tips qu'on va donner sur l'éco-conception peuvent s'appliquer à la création aussi d'un site. Mais en gros, Céline, du coup, si tu peux nous expliquer un petit peu la refonte d'un site, qu'est-ce que c'est? Quel intérêt? Comment on sait qu'il faut refondre un site plutôt que continuer à optimiser son site actuel? Et un petit peu, quelles sont les étapes, par quoi on commence? Oui, donc la refonte d'un site, c'est clairement modifier en profondeur l'aspect visuel, l'aspect technique et structurel de son site. Donc après, au niveau des intérêts, dans tous les cas, c'est toujours de faire évoluer son image de marque, ses offres, de mieux répondre aux attentes des visiteurs, pouvoir se démarquer de la concurrence, développer sa notoriété, améliorer tout simplement la visibilité sur son site et augmenter, in fine, son taux de conversion sur ses services. Donc après, en règle générale, comment on sait qu'il est grand temps de faire une refonte? On peut avoir des retours d'expérience utilisateur, voilà, des dénonciations sur des bugs, des manques d'accessibilité sur du responsive, un design qui est un petit peu démodé, mais il y a aussi l'aspect statistique. On sait qu'on peut en tout cas vérifier qu'on a un mauvais trafic, des taux de rebond qui ne sont pas normaux. Donc, on sait qu'il y a peut-être un mauvais référencement, qu'il y a un manque d'accessibilité, encore une fois. Et puis, on peut aussi attirer des cibles qui ne sont pas forcément qualifiées. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, la segmentation, la stratégie de marketing n'est peut-être pas la bonne. Et on revient aussi sur l'aspect technique, les temps de chargement qui sont très longs. On peut aussi parfois se faire hacker son site. Donc, on sait qu'il y a un problème de sécurité. Donc, voilà, il peut y avoir plusieurs marqueurs d'alerte qui nous disent clairement qu'il est grand temps de refondre son site web. Et donc, que l'optimisation aujourd'hui n'est plus une option. Donc, en règle générale, pour commencer, on fait un audit. On va voir en fait ce qui est déterminant en premier lieu, donc les problématiques qu'on va rencontrer. On va checker le parcours, on va vérifier les parcours fonctionnels, l'acquisition, la conversion, l'ergonomie, la hiérarchisation des contenus, la compréhension aussi de ceux-ci. L'accessibilité, encore une fois, très important, l'intuitivité, comment on arrive d'un point A à un point B et comment on sait qu'il faut cliquer au bon endroit pour passer à l'action. Et puis après, évidemment, le design visuel, savoir si on est bien cohérent avec son image de marque et du coup, si on est bien représenté par rapport à ses cibles, quoi. Et juste, j'ai une question. Du coup, Alizée nous disait justement qu'il ne faut pas, peut-être dans une démarche d'éco-conception, refaire son site internet, on va dire, tous les 3 matins. En général, est-ce que vous avez une idée voilà, quelle est la durée de vie d'un site internet aujourd'hui pour une entreprise? En fait, c'est de savoir quelle est l'idée. En règle générale, ça change quand même. Quand c'est bien optimisé, moi, je trouve d'expérience, ça change quand même tous les 5-6 ans en moyenne. Mais Ok. ça, c'est une évolution moi, que j'ai pu constater au cours de mes expériences. Après, je pense qu'il n'y a pas de généralité. Ça dépend vraiment du contexte de l'entreprise, de son évolution.
de l'évolution de ses offres. Donc, Et entre-temps, il vaut mieux privilégier peut-être des phases d'optimisation, des budgets d'optimisation pour adapter l'évolution. Parce que l'entreprise peut évoluer en termes de stratégie, en termes c'est d'offres, ça. en termes de cibles. Et donc là, entre-temps, ça sera plutôt des optimisations, mais Oui. qui évitera de tout écraser et recommencer, et qui Oui. sera peut-être qui est une mécanique qui peut être un peu plus consommatrice d'énergie. Ouais, Ok, complètement. super. Joanne, peut-être que on a déjà précisé quelques éléments sur la partie éco-conception. Donc, mais un site éco-conçu, pour toi, en tant que développeur, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses différemment quand tu développes avec une démarche éco-conçue, puisque je suis un développeur qui fait les deux, enfin, qui a eu fait les Oui, deux en tout cas. oui. Alors en fait, bon, pour moi, l'idée d'un site vraiment éco-conçu, c'est le site qui existe le moins possible. C'est-à-dire vraiment ce qui va moins consommer de ressources, c'est ce qui n'existe pas, ce qui n'est pas sur le web. Donc toute cette démarche-là de questionnement de est-ce que c'est vraiment utile, nécessaire de faire ça, tout ça, pour moi, c'est la base. Et en termes de développement, du coup, on peut appliquer ce principe avec 3 aspects. Donc il faut minimiser les requêtes distantes, donc aller chercher tout ce qui va chercher des scripts de tracking, des bibliothèques de style qui sont assez lourdes. Tout ça, il faut essayer de minimiser cet aspect-là, donc les requêtes distantes. Minimiser le poids des pages en eux-mêmes. Donc ça peut être plein de choses, donc pas de vidéo, pas forcément en autoplay direct, pas d'images pas optimisées trop lourdes partout. Essayer de servir le minimum de choses, donc du HTML, du CSS, du JavaScript, mais le plus petit possible, le plus optimisé possible. Et ensuite, il y a également à limiter le traitement. Donc, le traitement des données côté serveur, donc toute la logique un peu de calcul qu'il peut y avoir côté serveur, ça peut être optimisé en mettant en place des systèmes de cache pour éviter de répéter toujours les mêmes calculs à chaque fois que quelqu'un vient sur un site. Et également côté client, donc on essaye d'éviter les fonctionnalités trop poussées en JavaScript qui vont être du coup, répéter dans chaque navigateur pour chaque visite, tout ça, ça va faire du coup des ressources qui sont en fait consommées au niveau des terminaux mobiles, des ordinateurs. Et donc voilà, c'est avec ces 3 aspects-là, donc le moins de requêtes distantes possible, les pages les plus compressées possibles en cache et limiter le traitement, donc pas trop de complexité, essayer de gérer la complexité. Voilà, ça permet d'avoir un site éco-conçu au maximum, sachant que l'éco-conception, pour moi, c'est pas un curseur on-off, hein, c'est un travail de longue haleine, du début jusqu'à la fin. C'est important voilà, de garder ça comme un fil rouge pendant toute la durée du projet et aussi toute la durée du développement. Donc, à chaque développement de petite fonctionnalité, on y pense. Comment je pourrais faire moins? Qu'est-ce que je peux réutiliser? Qu'est-ce que je peux partager? Voilà, se poser les bonnes questions. C'est important. En termes de retour d'expérience, ce que je peux dire, c'est que tu as été un petit peu le garde-fou Oui. pendant tout le projet du site internet, de la refonte du site de la collab. Même si on était tous sensibilisés et qu'on avait tous une envie d'avoir une démarche éco-conçue, on peut tous très vite partir dans les travers de proposer des choses qui sont pas forcément utiles, comme le disait tout à l'heure Alizé, ou vouloir faire des effets waouh avec des effets, etc. Je pense que c'est l'humain et le côté entrepreneurial ou en tout cas business qui nous donne et qui nous porte à vouloir faire peut-être entre guillemets toujours plus. Et c'est vrai que ton rôle et en fait au final ceux de tous les freelances qui sont engagés dans cette démarche, c'est d'être un petit peu le garde-fou en requestionnant tous les besoins, toutes les idées clients. Et puis même, nous, en l'occurrence, on s'est re-questionné entre nous. Et des fois, moi, en tout cas, je sais que on a pu le vivre comme parfois, je ne vais pas dire une contrainte, mais un compromis, j'ai envie de dire. Un Ouais, tout à compromis, fait. mais un compromis pour la bonne cause, quoi. C'est ça. Mais je pense que moi, je le vois. Enfin, pour moi, c'est une sorte de contrainte auto-imposée, quoi. C'est-à-dire de vraiment se dire, bon, j'ai ce cadre-là et j'essaie de le respecter au maximum. Après, il faut quand même garder en tête que pour des besoins métiers, parfois, on a besoin d'une telle fonctionnalité, d'une telle, d'un tel Oui. niveau d'image, même d'une vidéo potentiellement. Voilà, il y a toujours une question de est-ce que c'est important ou pas. Donc, il
voilà, C'est ça. faut jouer avec cette limite. Et je voudrais rebondir en donnant la parole à Rémi, puisque en fait, un site éco-conçu, ce qu'on s'est vraiment rendu compte, c'est que ça avait un formidable impact sur le SEO, donc sur le référencement naturel, que c'était quelque chose que l'algorithme Google appréciait particulièrement. Rémi, du coup, pourquoi en fait ça a un impact positif sur le référencement Google, cette démarche éco-conçue? Et est-ce que toi, tu as, voilà, dans la démarche de refonte de site, qu'il soit d'ailleurs éco-conçu ou pas, quel serait ton top 3 de bonnes pratiques à penser et à mettre en œuvre pendant la refonte du site? Rémi? Il n'y a plus Rémi? Eh bien, tant pis. On aura la réponse peut-être plus tard de Rémi. En tout cas, ce qu'on peut quand même se dire sur la partie SEO, ça a un vrai impact sur l'amélioration des performances du site internet, de chargement des pages. Donc, c'est un peu ce que vous ont dit déjà les experts. Et donc, forcément, plus la vitesse de chargement des pages est améliorée, plus l'expérience UX, UI est simplifiée, plus meilleures sont aussi on va dire l'expérience sur le site internet, et meilleurs sont du coup les impacts sur le SEO et sur la notation que peut vous donner l'algorithme. Je ne sais pas si, Johan, tu as des choses à repréciser, puisqu'au final, vous avez beaucoup échangé aussi avec Rémi sur la partie SEO. Est-ce qu'il y a eu des impacts sur la partie développement? Ouais, un des grands points forts en fait, d'une refonte en éco-conception, c'est vrai que comme on essaie de faire moins de ressources, moins de choses envoyées au niveau des terminaux mobiles du client, tout ça, on a un site qui est nécessairement plus rapide. Après, parfois, les sites très rapides ne sont pour autant pas éco-conçus, parce qu'il y a des techniques pour rendre les sites super rapides qui peuvent être très gourmands. Donc, faut pas, voilà. Un site éco-conçu est généralement plus rapide, c'est quasiment toujours le cas, en tout cas si c'est bien fait. Mais par contre, c'est vrai que l'inverse n'est pas vrai. Donc, c'est un truc à prendre en compte. Et c'est vrai que c'est un des points forts d'une refonte avec un système éco-conçu. Ça donne un cadre qui a des bénéfices en fait ailleurs. En fait. Moi, je trouve aussi que ça permet aussi de mieux présenter l'information parce qu'on réfléchit mieux à qu'est-ce qu'on doit mettre dessus. On essaie de moins en mettre. Donc, au final, on gagne aussi en clarté, en lisibilité. Un site qui est plus petit est généralement plus facile à utiliser. Donc, tous ces aspects-là sont importants. Et pour le SEO, ça a un impact. Donc, c'est vrai qu'avec Rémi, on a vu tout ça voilà, en collaboration, il y a plein de choses qui vont en fait dans le même sens. C'était pas pour le SEO, c'est pas une contrainte. L'éco-conception, c'est un atout. Je rebondis sur ce que dit Johan un petit peu aussi. Et il y a tout l'aspect accessibilité que les moteurs de recherche, comment dire, aiment beaucoup, si on veut dire ça comme ça. Un site éco-conçu, c'est aussi un site qui est, comme on le disait, plus simple, plus lisible. Et ça, Google, ça veut dire que aussi derrière l'algorithme pour le SEO, pardon, pour le crawler, dès le départ, ça va être plus facile pour lui. Donc on a généralement des meilleures notes aussi, et on monte un peu plus en SEO quand on a un site plus accessible, aussi plus utilisable, enfin, comment dire, assez bon au niveau du responsive. Généralement, un site simple, il est aussi plus il est plus responsive. Ça peut arriver que ce soit pas le cas, mais généralement, c'est plus simple. Et ça, c'est aussi quelque chose que Google recherche. Enfin, je dis Google parce qu'il a des grosses parts de marché, Ouais, mais tout à fait. ça vaut pour tout le monde. Ouais. Oui, en plus, un site éco-conçu, généralement, on le conçoit mobile first. Vraiment, on a toujours cette pensée parce que l'idée, c'est d'envoyer le moins de choses possible, encore une fois. Donc, du coup, pour les mobiles, le but, c'est d'envoyer que ce que les mobiles ont besoin. Et quitte à en envoyer un peu plus après pour les plus grands écrans et tout ça. Mais donc, du coup, c'est vrai que cette contrainte-là, encore Ouais. une fois, c'est un plus. Céline, peut-être Mobile First, ça me ferait penser qu'on pourrait rebondir aussi sur la partie, on va dire, plus visuelle, web design, donc notamment les étapes UI, UX. Est-ce que tu peux nous parler de comment, voilà, concrètement, tu réfléchis l'UX, donc le user experience, le parcours client, et l'UI, la partie design interface, pour un site éco-conçu?
Bah, on a abordé pas mal de sujets là jusqu'à maintenant, donc c'est vrai que je risque de me répéter par rapport à ce qui a déjà été dit, mais le principe de simplicité, dans tous les cas, c'est clair, on go vers l'essentiel, moins de fonctionnalités, moins de pages, la clarté des contenus, favoriser un design épuré, favoriser vraiment un code, un design propre pour un code propre. On va réduire, on le disait, le poids des images, on va vraiment recontextualiser pour savoir si oui ou non c'est utile. Est-ce que c'est utile pour l'utilisateur? Est-ce que c'est utile pour l'entreprise? Est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre solution pour répondre à l'attente, mais de façon plus simplifiée? Il va y avoir dans tous les cas le fait de le chargement des pages, donc la performance. En plus, il faut savoir que si le chargement est plus rapide, on favorise l'expérience utilisateur, donc on favorise le passage à l'action et donc du coup, on monopolise moins le temps entre l'utilisateur et du coup l'interaction qu'il a avec le serveur. Donc finalement, on gagne aussi en économie d'énergie. Et puis, on en parlait tout à l'heure, l'équité sociale, l'accessibilité, pouvoir aussi offrir une expérience sur les supports vieillissants et puis pour toutes les logiciels pour les handicapés, donc que ce soit accessible pour tous. Donc voilà. Je Donc rebondis juste sur la partie design. Il y a un Oui. aspect qui me semble important pour que le site ne soit pas refait, par exemple, tous les 3 matins, comme on disait tout à l'heure, le côté intemporel du design. Donc, Oui. ne pas se laisser embarquer aussi dans un biais d'un effet de mode sur une tendance de web design et de rester vraiment focus sur son identité et de faire quelque chose qui peut transformer les années et qui peut passer des années et qu'on n'ait pas besoin de transformer parce que ça fait un petit peu old school, quoi. Justement, je rebondis sur ce que tu dis. Nous, le principe, par exemple, des animations, et donc le fait d'aller vers un site qui est quand même plutôt statique. Alors oui, il y a beaucoup moins d'animations, c'est un peu plus figé, mais en attendant, c'est beaucoup plus adapté au principe d'éco-conception parce que les animations, très concrètement, c'est très coûteux en énergie. Donc, le fait d'y aller avec parcimonie, on parlait tout à l'heure de vraiment doser les images, doser les vidéos, mais doser aussi les animations. Donc, effectivement, un site qui est plus statique, pour le coup, il va mieux durer dans le temps. Et c'est vrai que on a tous vu ces animations un peu à l'ancienne, où aujourd'hui, c'est vraiment old school et dont on souhaite, entre guillemets, se débarrasser, pas pour des raisons de modernité, mais aussi pour des raisons d'énergie, quoi. Après, on a aussi les phases de micro-interaction qu'il ne faut pas négliger parce que ça fait vraiment partie intégrante d'un bon site qui est intuitif. Donc, encore une fois, c'est des petites choses avec parcimonie qui rendent aussi quand même le site vivant tout en préservant l'énergie quand on l'utilise. Et je peux rebondir aussi sur la façon dont on a utilisé en tout cas le principe d'éco-conception sur le site de la Collab. Par exemple, aujourd'hui, on était entre le sur-mesure et le template. Donc, je m'explique. En fait, on a réutilisé en fait des sections, donc recycler finalement des sections avec Johan pour créer finalement des sections sur mesure, donc images plus texte ou par exemple une section de vidéo, une section avec des chiffres clés. Et l'objectif, c'était de pouvoir réutiliser toutes ces sections au sein du site et donc d'adapter nos contenus pour éviter d'avoir une multitude de sections différentes et donc de partir un peu aussi sur ce principe de template. Tu peux peut-être nous le montrer à l'écran. Effectivement, ça a été tout au long du projet. Par exemple, je souhaitais rajouter une page avec un contenu un peu qui me semblait un peu spécifique par rapport aux autres contenus déjà créés. Et c'était de travailler en fait sur la démarche, c'est-à-dire au lieu de créer à nouveau un contenu de page, à nouveau un design, à nouveau tout un écosystème autour du contenu, c'était de repartir sur des contenus qu'on avait déjà créés existants et des blocs existants. Et donc, c'est une autre façon de réfléchir, c'est d'être peut-être parfois un peu moins dans la personnalisation et le sur-mesure, mais capitaliser sur des choses qu'on a déjà réfléchi, déjà travaillé et qui fonctionnent déjà très bien sur votre site. Donc, Oui. c'est être un petit peu quand même aussi moins dans la personnalisation et le détail, mais être plus, capitaliser plus sur des modèles d'organisation de pages ou de design de pages qui fonctionnent déjà. Complètement, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur les compromis qu'on a pu faire aussi.
à un moment donné, les frustrations qu'ils pouvaient avoir justement par rapport au fait d'intégrer des anciens contenus qu'on devait absolument garder et qui ne rentraient pas forcément dans les sections qu'on avait en amont créées avec Joanne. Donc, c'était, je pense, le point le plus important de cette refonte. Et donc là, pour illustrer un peu les propos qu'on vient de donner, effectivement, là, par exemple, vous avez une section avec effectivement un label, un titre, un bouton, des photos. Et en fait, c'est une section qu'on a donc créée sur mesure parce que c'est dans ce style-là et c'est dans cette ergonomie-là qu'on a voulu le créer. Et c'est quelque chose qu'on va dupliquer du coup, surtout sur l'ensemble de nos pages en termes de présentation, de première présentation. Et donc, c'est ce qui permet derrière de générer un code super propre et surtout d'avoir un chargement de page très, 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 très rapide. Donc, voilà, ça peut être par exemple un blog comme celui-ci avec encore une fois notre… pas l'écran, je pense. Ah, Vous voyez l'écran? moi, je suis en partage pourtant. Alors, peut-être que… Du coup, ouais, je pense que le partage d'écran n'a pas fonctionné. Bon. Ouais, bah écoute, je suis en partage, donc Si, en je fait, vais il faut arrêter. suffit de choisir l'écran. Il y a 2 écrans partagés, donc il faut choisir Ouais. celui que vous voulez voir. Bah, ouais. Alors, je vous invite à tous les participants à essayer de regarder l'autre écran qui est en partage depuis directement Zoom si vous voulez suivre la description que fait Céline en direct. Effectivement. Bah, je te sais laisse pas continuer. je sais pas si c'est le cas du coup, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous avez toujours ces fameuses sections qui ont été donc faites sur mesure au sein de la section, qui ensuite ont été dupliquées sur les pages où on avait besoin de réutiliser ces blocs. Donc, c'est un principe de recyclage qui fonctionne très, très bien dans le principe d'éco-conception dans tous les cas et qui permettent justement de générer derrière un code vraiment propre et qui permet d'être lu et accessible sur tous les supports. Donc là, par exemple, vous avez un bloc également, un bloc, par exemple, texte plus bouton. Vous pouvez avoir un bloc photo plus texte. On peut aussi inverser, faire texte à gauche, photo à droite. Mais en tout cas, voilà, c'est des blocs qu'on va réutiliser. Par exemple, le bloc de témoignage, ce genre de choses. À partir du moment où on change de page et qu'on va faire appel à ces sections-là, on est toujours sur les mêmes modèles, en fait. Donc, les styles sont toujours les mêmes et le principe est toujours appliqué sur l'ensemble du site. Donc, je ne sais pas si… Ouais, ça semble assez clair. Dans le chat, il y a eu pas mal de questions sur les outils qu'on a utilisés, enfin les outils qu'on utilise, notamment de chargement de page, etc. Est-ce qu'il y a des CMS, par exemple, qui sont plus appropriés pour faire de l'éco-conception? Peut-être Joanne, du coup, plus. Ouais, moi j'ai envie de dire non, moi je suis pas. Il n'y a pas de mauvais outils. Je pense qu'il y a voilà, faut bien les utiliser, il faut garder ça en tête. On peut faire des sites éco-conçus avec à peu près tout. Bien sûr. Même avec Shopify? Alors, ouais, enfin, je veux dire, avec Shopify, on peut décoller le front, du coup, avoir un front complètement, enfin voilà, dynamique, statique, ou comme on veut, hein. Il y a plein de possibilités. Mais bon, c'est sûr que quand on fait tourner un site e-commerce, on fait tourner beaucoup au niveau du traitement. Vous vous rappelez, dans mes 3 axes, il y a vraiment les requêtes externes, le poids des pages et le traitement. Bah, plus on a un gros site avec plein de contenu, plein de fonctionnalités, e-commerce, tout ça, voilà, on va avoir un gros traitement. Donc, du coup, c'est pas les mêmes. On ne se compare pas avec les mêmes choses en termes d'éco-conception. Quand on compare 2 sites vitrines, voilà, on peut voir qu'est-ce qui est le plus éco-conçu et comment tirer d'un côté ou de l'autre. Ouais. Et du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au niveau des outils, en fait, l'idéal pour l'éco-conception, l'outil, c'est juste du HTML et du CSS. Donc, c'est-à-dire un site à l'ancienne, comme au tout début du web, hein, genre vraiment une page HTML, pas de CMS derrière, juste on va éditer dans le code du HTML le texte, mettre son style assez sobre, et voilà. Bien sûr, ça, c'est pas réaliste pour une entreprise qui a besoin de faire évoluer son site. Et donc, du coup, on peut ajouter différents outils. Alors, il y a plusieurs gradations. On pourrait penser d'abord aux outils qui permettent de générer des sites statiques. Donc, un site HTML, CSS, on appelle ça un site statique. Mais il y a aussi des outils qui permettent de générer des sites statiques. Donc, avec un CMS, comme par exemple Gatsby ou Next, Next.js. Enfin, il y en a plein, Astro, enfin, il y en a plein des outils. Vraiment, il y en a des milliers, je pense. Et donc, en fait, là, l'idée, c'est d'avoir un CMS dans lequel on peut rentrer son contenu, mais qui n'est pas directement relié au site front que les gens peuvent visiter. En fait, à chaque fois qu'on va modifier le contenu, on appuie sur un bouton, entre guillemets, le site va être généré, donc le HTML et le CSS va être généré pour chacune des pages, comme si c'était un site dynamique, mais il va être généré une fois.
on va mettre ça en ligne et c'est ça le site qui va être visité et qui du coup retourne dans la case numéro 1, c'est-à-dire purement du HTML, CSS. Donc très facile à mettre en cache. Tous les navigateurs ont été faits pour afficher ça de manière efficace. Donc ça, c'est vraiment le top. Et après, quand c'est pas possible pour plein de raisons, parce que parfois on a besoin de données en temps réel ou d'un site qui évolue très souvent ou par plein de gens, dans plein d'équipes différentes, dans des pays différents, on peut pas avoir un site statique comme ça généré. Et ben, on peut avoir un site un peu hybride qui va être une partie statique pour la partie plutôt site vitrine et puis une partie dynamique pour la partie qui doit bouger, quoi. Et puis enfin, on peut faire aussi des sites avec des CMS plus classiques et on peut quand même faire de l'éco-conception, comme le site de la Collab, c'est avec du WordPress sur mesure, donc vraiment allégé au maximum, mais c'est quand même possible de faire ça avec du WordPress, du Drupal, de ce qu'on veut. Voilà, c'est une question de comment on l'utilise l'outil. Et l'impact des plugins qu'on peut utiliser, par exemple, sur WordPress, que j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui évoluent sur WordPress ou connaissent WordPress, Oui, les plugins qu'on peut utiliser, ajouter bah, voilà, en de fait, plus ou moins grande quantité. c'est ça, il faut toujours se poser la même question. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que et ça peut demander d'aller dans le code pour vérifier si le plugin a été bien codé, s'il est efficace, s'il fait pas des choses très bizarres. Donc, quelqu'un qui va pas du tout aller dans le code, il faut qu'il se pose simplement les questions de est-ce que j'ai vraiment besoin de cette fonctionnalité? Est-ce que c'est bien noté? Est-ce que ça a l'air léger? Voilà, est-ce que les retours des gens vont dans ce sens-là? Et puis, si Il y a quelqu'un des peut aller dans le plugins code. Ouais. Il y a des plugins éco-conçus qui sont reconnus pour être voilà, développés ou d'une C'est façon plus rarement, éco-conçue que… C'est rarement tourné comme ça, je trouve, dans les descriptions. Par contre, il y a des plugins qui se disent lightweight, en général en anglais, donc légers, qui n'ont pas un gros impact. Souvent, on trouve souvent ça sur alors plus les outils pour développeurs, mais des librairies JavaScript ou CSS, où ça va être vraiment décrit comme étant léger. Donc ça, c'est vrai que la plupart des fonctionnalités du site La Collab, je les ai développées moi-même pour éviter d'utiliser des librairies qui ont du coup plus de code parce qu'elles doivent répondre à plus de problématiques. Donc, quand on fait du sur-mesure, on peut se permettre d'être plus direct et donc Ouais. d'écrire moins de code. Mais Donc, quand j'ai eu besoin, je l'ai fait et j'ai choisi des librairies qui étaient légères, donc ok. voilà, qui avaient peu d'impact. Donc, au final, j'entends que bah, finalement, quand on est dans une démarche éco-conçue, c'est quand même important de travailler avec un développeur qui va développer réellement certaines choses. On avait un peu un effet de mode où on pouvait partir sur des CMS où les gens peuvent tout faire eux-mêmes et sortir leur premier blog sur Wix ou je ne sais quoi. Mm. En général, ces outils-là, quand même, sont moins personnalisables et moins sur mesure. Donc, nous permettra d'aboutir un peu moins à la démarche d'éco-conception que si on travaille sur quelque chose de plus personnalisé. Mais j'imagine que toi, en tant que développeur aussi, vu que tu t'appuies sur moins de plugins, peut-être moins de templates, de sites, etc., j'imagine que du coup, ça te prend un peu plus de temps à développer un site de façon éco-conçue qu'un site traditionnel pour avoir peut-être un résultat quasiment C'est équivalent, ça. entre guillemets. Alors, j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que tout ce que tu dis, c'est vrai, ça peut prendre plus de temps, il y a plus de sur-mesure, et ça demande plus de compétences, donc plus d'expérience, ce qui peut du coup être des développeurs qui coûtent plus cher. Bien sûr, tout ça, c'est vrai. Mais en même temps, il y a le côté, un site éco-conçu, on essaie de faire moins de fonctionnalités, moins de choses dessus potentiellement. On essaie vraiment de trier ce qu'on veut vraiment faire. Donc, in fine, si on part du projet initial où on aurait vraiment fait tout ce qu'on voulait sans éco-conception, qui du coup peut aussi prendre beaucoup de temps à développer toutes ces fonctionnalités, si à la fin on se dit en fait, j'ai pas besoin de tout ça, je vais mettre un peu plus cher dans un développeur qui va faire un travail un peu plus sur mesure et plus optimisé, éco-conçu, mais pour moins de fonctionnalités, voilà, ça peut être un budget similaire si vraiment on veut creuser là-dessus. Malin. Malin. Les deux, ouais. Dans le chat, je vois aussi que les gens parlent de Elementor ou Divi. Donc, Mm. effectivement, ça, c'est des outils qui facilitent la prise en main, surtout sur le bac, Ouais. donc sur la partie admin, mais qui ne sont pas Bah, en fait, éco-conçus friendly. bah non, parce que c'est le problème de tous ces outils-là, c'est ils sont faits pour faire un peu ce qu'on veut avec sans toucher au code. Donc, ils prévoient des milliers de cas de figure, des milliers de possibilités de mise en page, de design, et ils permettent d'utiliser vraiment toutes sortes de librairies d'icônes et de choses en parallèle que l'on n'a pas forcément besoin. Et le problème, c'est que la plupart du temps, ils les chargent quand même, même si on ne les utilise pas. Alors, pas toujours, mais c'est souvent le cas sur ce genre d'outils. En tout cas, ils vont générer beaucoup plus de code que ce que va faire un humain derrière à faire juste le code dont il a besoin. Ça, c'est vrai.
Mais après, on peut quand même mitiger ce genre d'outils avec des bons systèmes de cache parce que voilà, une éco-conception, on l'a vu, c'est tout un projet, hein. Donc, du coup, si on est vraiment obligé d'utiliser Elementor ou Divi ou quelque chose comme ça, même si vraiment, je vous déconseille pour plein d'aspects, surtout Divi, mais on pourrait quand même contrebalancer ça avec des bons réglages serveurs, une bonne politique de mise en cache, bon, qui vont impliquer de faire intervenir un développeur à ce niveau-là, hein, mais vraiment avec d'autres aspects bien gérés, on peut contrebalancer. Bon, voilà. Super, très clair. Merci pour ces précisions Merci. assez pointues. Je propose de donner la parole à Myriam. Myriam, est-ce que tu pourrais nous présenter déjà ton entreprise, les enjeux business qui t'animent actuellement et voilà, le cadre dans lequel tu as ce projet de refonte de site Internet, pourquoi tu choisis de t'intéresser à l'éco-conception voilà, et ensuite, tu pourras éventuellement poser des questions, rebondir par rapport à ce qui a été dit et ce que ça t'inspire. Alors moi, je vais vous faire un aveu, je suis clairement le mauvais élève de cette table ronde. Il y a 1 mois, j'ai créé, enfin j'ai fait un brief, un appel d'offres pour lancer la refonte de mon site internet. Donc dans mon brief, bien évidemment, donc je veux une vidéo, je veux de la photo, je veux des effets, je veux cet effet waouh et puis, pour avoir participé à pas mal de tables rondes et lu pas mal d'articles sur, l'éco-conception, la charte éco-conçue et cetera, je me suis dit: «Mais ça fait clairement partie de l'ADN de la boîte et on va rajouter ça dans le brief». Donc, j'ai envoyé ça, voilà, en étant persuadée que c'était compatible, en ayant quelques notions voilà, assez globales de l'éco-conception. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est une évidence pour nous de devoir faire de l'éco-conception. Donc là, les équipes de la collab m'ont dit, attention Myriam, c'est une vraie démarche, l'éco-conception. Et ce que j'ai trouvé intéressant et ce que je pense qui est nécessaire en tant que vous, experts et professionnels, c'est qu'il y a un vrai travail de pédagogie, de devoir accompagner des annonceurs comme moi. Donc, moi, je ne suis pas du tout experte du digital, même si ça fait partie de mes fonctions et d'accompagnement à la fois des centres commerciaux et également de la refonte de mon site internet corporate. Et je pense qu'il y a un vrai travail de pédagogie entre notre vision de la RSE ou ESG au sens large et comment on va l'appliquer et le décliner sur l'aspect digital. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point où j'ai eu quelques a priori, ça a été par rapport aux contraintes techniques, j'ai commencé à prendre peur. Deuxième élément, c'était par rapport à la partie budgétaire où je me suis dit, mais attends, on enlève plein de choses sur mon site internet, ça va être beaucoup plus allégé et je ne comprends pas pourquoi ça coûte plus cher. Et après, le dernier point, je dois vous avouer que j'avais un petit a priori sur ce phénomène de mode. Je me suis dit: «Est-ce que vraiment l'empreinte d'un site internet, ça a un vrai impact ou pas?» Et donc voilà, je me suis renseignée et un vrai accompagnement des équipes de la collab et aujourd'hui, grâce à cette table ronde, pour moi, c'est une évidence, mais ça doit être un véritable projet d'entreprise. Faut que ce soit la continuité, en fait, de nos engagements et de nos enjeux, RSE, d'entreprise et je pense qu'il est nécessaire de continuer en fait à sensibiliser sur ce projet. Et pour moi, la refonte d'un site internet, c'est pas la création, une refonte simple, c'est vraiment un projet 360 et stratégique. Alizé, je ne sais pas si tu peux rebondir sur la crainte qu'a formulée Myriam sur le côté, est-ce que c'est pas un coût marketing et est-ce que c'est pas un effet de mode? Est-ce que faire un site éco-conçu, ça a vraiment un impact? Et est-ce que c'est vraiment important? Vu que tu as la vision globale de Ouais, l'ensemble. c'est sûr. Alors, si on prend le point extrême, si Total éco-conçoit son site internet, là, on va parler d'effet marketing et enfin, surtout s'ils communiquent là-dessus, un peu d'effet de mode. Parce que il faut qu'on soit clair, faire des sites éco-conçus, maintenant, on peut gagner des prix pour ça, on peut avoir des labels comme ça, donc on peut très bien vouloir communiquer, beaucoup communiquer là-dessus. Or, il faut vraiment remettre ça dans un contexte beaucoup plus global et de se dire que les 3/4 des impacts du numérique sont liés à nos appareils, nos terminaux utilisateurs. C'est pas les data centers, c'est pas forcément les services numériques, c'est notre matériel. Donc, c'est là où vraiment, au-delà d'éco-concevoir un site web, si on va avoir une démarche numérique responsable globale, ça passe vraiment en entreprise par le parc informatique, déjà. Après, forcément, les sites éco-conçus,
ça a un impact aussi sur les appareils. C'est pas moi qui vais en parler peut-être le mieux là-dessus d'un point de vue technique, mais ce que je veux dire, c'est que le poids des services numériques, ça peut influer sur le stockage sur son téléphone, sur l'état de sa batterie aussi, sur plein de choses qui vont faire que ça peut faire ramer nos appareils aussi et potentiellement derrière, nous les faire changer plus rapidement. C'est pareil sur des applications mobiles où là, on va avoir besoin de mise à jour, comment dire, de système d'exploitation pour faire tourner l'application mobile. Moi, j'ai connu ça notamment avec mon iPhone 6 à l'époque qui ne passait plus sur certaines applications. Enfin, certaines applications ne marchaient plus sur mon téléphone. Donc voilà, c'est là où l'éco-conception a un lien direct avec nos matériaux, enfin nos matériels utilisateurs, quoi. Donc là, en fait, concrètement, pour éviter le greenwashing numérique au niveau de l'éco-conception, le plus important, c'est de mesurer et d'être clair sur les chiffres. C'est là où vraiment les outils de mesure sont nécessaires. J'en vois pas mal passer dans le chat. Alors, Website Carbone, pour le coup, j'ai déjà entendu des experts qui contredisaient un peu ces chiffres-là sur cet outil de mesure. Après, il y en a d'autres qui sont gratuits, qui sont très bien. Je voulais citer notamment EcoIndex du collectif Green IT. Malheureusement, en ce moment, leur site est comment dire, est en maintenance ou je ne sais pas quoi, donc il y a un petit souci. Mais sinon, c'est un très bel outil de référence au niveau gratuit. Je sais que moi, dans mon entreprise, nous, on a développé Frugger, qui est un outil de mesure pour le coup payant et qui est beaucoup plus complet dans son analyse. Je pourrais répondre à des questions plus tard s'il y a besoin là-dessus. Mais voilà, vraiment la mesure de base permet d'avoir vraiment de remettre en contexte vraiment les chiffres sur l'impact du numérique au global, quoi. Ok. Et je voulais rebondir sur notre peur, crainte qu'a soulevé Myriam, que je trouvais intéressante. C'est par rapport à son cahier des charges initial où elle a fait tout un tas elle a exprimé ses besoins et ses vœux et ajouté la brique éco-conception. Est-ce que, par exemple, pour vous, Céline et Joanne, c'est important d'avoir déjà un brief et un cahier des charges initial qui est travaillé en fonction de l'éco-conception? C'est-à-dire que, par exemple, là, Myriam, si elle a vraiment envie d'aller au bout de cette démarche, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de retravailler avec elle ce brief, ce cahier des charges, de l'affiner dans le sens de l'éco-conception pour avoir on va dire un socle de base plus propice à l'éco-conception? Je pense que Joanne sera d'accord avec moi, mais de toute façon, peu importe le projet éco-conception ou pas, il y a toujours quand même ce travail de rechallenger le brief, de cadrer, que ce soit en termes de conception, mais aussi en termes techniques. Donc, évidemment, si on se retrouve dans un cas comme celui de Myriam, où on a effectivement une incohérence entre les attentes et en même temps le principe d'éco-conception, l'idée, c'est comme elle l'a si bien dit, c'est aussi l'accompagner, de la sensibiliser et donc justement de faire cohérence entre ses attentes, ses vrais besoins, les besoins de ses utilisateurs finaux, ses besoins à elle en tant qu'entreprise et de trouver justement d'autres moyens de répondre à ces attentes. Et donc, du coup, ce n'est pas incompatible d'avoir un site qui peut avoir un effet waouh tout en ayant ces principes d'éco-conception. D'ailleurs, Joanne, tout à l'heure, l'avait très, très bien dit aussi. Oui, complètement. Et puis vraiment, je pense que c'est important aussi de voir que si on veut que le site ne soit pas changé tous les 2 ans, il faut qu'il plaise à l'entreprise, qu'il réponde aux besoins. Donc, s'il y a vraiment un besoin d'avoir je sais pas, un effet waouh au démarrage, je pense que c'est important peut-être de faire des concessions ailleurs ou d'optimiser ailleurs, mais quand même de permettre de répondre avant tout à ce besoin-là et de poser des cadres. Surtout qu'en plus, parfois, c'est un peu contre-intuitif pour quelqu'un qui s'y connaît pas du tout en développement ou en design, il va peut-être avoir des idées préconçues qui ne sont pas les bonnes sur qu'est-ce qui va vraiment avoir un impact final important sur, je sais pas moi, le temps de chargement du site ou les complexités des calculs à faire et du coup qui va être moins éco-conçu, quoi. Donc c'est important voilà, d'en discuter, je pense, au démarrage du projet. Pour moi, ça me paraît normal qu'au démarrage, le cahier des charges soit pas optimum, quoi. Et j'ai une question, je connais un petit peu le projet du site de Myriam, elle a une partie blog, c'est une question qui a été posée dans le chat aussi pendant le webinaire. Une partie blog peut être assez riche en termes de contenu et les articles riches en termes d'images, de vidéos, de médias. Est-ce que par exemple, avoir un blog, une fonctionnalité blog sur son site,
ça peut quand même rentrer dans une démarche éco-conçue et comment on fait pour faire un blog voilà, un peu soft, on va dire. Ouais, pour moi, c'est pas un problème. Un blog, c'est de la publication de contenu sur Internet, donc c'est finalement comme tout le reste, c'est-à-dire voilà, le nombre de pages n'influe pas tant. Enfin, ça influe forcément au final, mais c'est un blog où en fait, c'est des pages qui vont être très visitées au moment où elles vont sortir. Et puis derrière, bon, bah, il y a un archivage qui se fait et les pages d'après sont moins consultées. Donc, in fine, sur le global du site, c'est pas dramatique, il n'y a pas de problème à avoir un blog. C'est vrai si c'est un très gros blog avec plein de contenu, plein d'images, on peut rentrer le questionnement sur comment on stocke ces images-là. Est-ce que c'est vraiment utile de garder des archives plus accessibles très longtemps? Voilà, ça pose des questions, mais en soi, un blog, c'est possible sur un site éco-conçu. Mm. Bah, par exemple, c'est aussi choisir, par exemple, si on veut mettre une vidéo, de l'héberger à un seul endroit, c'est-à-dire bah, la mettre, par exemple, uniquement sur YouTube ou uniquement sur LinkedIn et embarquer plutôt, par exemple, le contenu vidéo, appeler ce contenu vidéo-là plutôt que de le réimporter aussi sur son site, Ouais, par ça peut être exemple. ça. Ouais, surtout qu'en plus, les serveurs de sites web classiques sont pas faits pour faire du streaming vidéo, sont pas optimisés pour ça, donc ils vont servir qu'un gros fichier vidéo tel quel, alors que sur les sites genre Vimeo ou YouTube, ils vont les compresser en plein de différents formats, donc c'est plus adapté. Ouais. Mm. J'ai entendu tout à l'heure que bon, les images, les tailles des images, c'était pas forcément finalement le pire drama d'un site internet, mais je sais que par exemple, Johan, tu nous as conseillé un plugin quand même pour optimiser la taille des images Oui. de façon très facile et où entre guillemets on n'a rien à faire. Et Mm. donc ça évite cette contrainte, ces frustrations du Ouais, resize. c'est ça. Ouais. Tu pourrais peut-être repartager le nom. Oui, là Euh, c'était Short Pixel, mais il existe pas ouais. mal de services qui font ça. Mais l'idée, c'est vrai que bah, au moment du développement, on va optimiser toutes les images, mais derrière, dans la vie du site, l'idée, c'est quand même que ça continue à être optimisé de manière automatique. Donc, c'est vrai qu'ajouter un outil qui le fait tout seul, c'est bien. Ça permet voilà, d'avoir une continuité et on se pose pas trop la question. Parce qu'après, dans le code, on n'utilise jamais les images en taille originale, on n'utilise que des dimensions qu'on a spécifiées en amont. Et donc, du coup, étant donné que l'optimisation est faite sur toutes les tailles d'images, et ben, voilà, on est plus ou moins garanti qu'on a des images optimisées. Et c'est vrai que bon, Ouais, si les images sont bien optimisées, c'est pas. Et puis aussi chargées que quand elles apparaissent à l'écran, donc c'est-à-dire lazy loadées ou chargées en différé. C'est vrai que les images, voilà, on peut les minimiser. Mais souvent, on dit quand même que, enfin, en termes de performance, on dit ça, mais aussi un peu des conceptions, que un des premiers axes qu'on peut avoir sur un site qu'on veut juste améliorer, c'est aller optimiser toutes les images et de les faire se charger que quand on en a besoin. C'est vrai que des fois, ça permet de faire un gros gain sur le poids des pages. Euh, mais voilà, c'est pour autant, si ça se trouve à côté, on va avoir une fonctionnalité en JavaScript très mal codée qui va tourner en boucle pendant la visite du site et qui va consommer en fait de la batterie folle sur les téléphones portables. Voilà, en final, ça aura un impact plus gros. On va pas forcément s'en rendre compte que les images, mais voilà. Donc, dans un cas de figure normal, c'est souvent les images qui prennent le plus de poids, en tout cas sur un site. Donc ça permet d'optimiser un des aspects. Mm. continue à remonter des questions que vous avez dans le chat au fur et à mesure. Sur Myriam aussi, tu en as qui te viennent, n'hésite pas à les poser. Toujours l'aspect design, il y a eu une question qui est remontée aussi sur quid du fond noir et quid du fond blanc, qui est aussi un gros sujet et on en entend souvent parler. Est-ce qu'il y a vraiment voilà, un impact, une importance? Oui, bah, j'ai répondu dans le chat, mais en gros, effectivement, on sait qu'aujourd'hui, les écrans, bah, voilà, ils consomment de l'énergie, ils produisent de la lumière. Hein, donc, forcément, quand on va sur des couleurs qui sont plus claires, on va consommer plus d'énergie, on va vraiment utiliser un peu plus son écran. Et quand on part sur des couleurs plus sombres, forcément, là, on va faire des gains, on va augmenter la durée de vie de son écran. Et donc, potentiellement, quand on peut, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais quand on peut se le permettre, aller vers du dark mode, c'est quand même quelque chose qui est vraiment légitime et qui est en recommandation, quoi. Si je peux juste rebondir sur ce que disait Céline, il y a une dernière étude qui est sortie il y a peu longtemps et qui contredit un peu le dark mode aussi. Donc, c'est pour ça que des fois, ça dépend vraiment Controversé. des écrans. En fait, c'est que si on fait vraiment un écran noir, pour certains écrans, les OLED, il me semble, les Mm. pixels seront éteints. Pour d'autres écrans, les pixels sont quand même allumés si c'est noir. Donc, des écrans plus anciens. Et en fait, ce qui a été montré aussi, c'est l'impact de la luminosité. Et en fait, quand on a un site web en blanc,
généralement, notre luminosité, elle est baissée parce que les pixels sont quand même déjà un petit peu allumés. Par contre, quand on est en dark mode, on va augmenter la luminosité. Et en fait, il apparaîtrait que la luminosité a plus d'impact que des pixels allumés ou éteints, en fait. Donc, c'est pour ça. Mais si jamais je retrouve l'étude, c'était Green IT, il me semble, je vous l'envoie dans le chat. Donc, c'est pour ça que c'est encore en cours de discussion. Il faut aller creuser un petit peu sur le web. Voilà. Ouais, après, c'est sûr que ça dépend vraiment de ton support et de la façon dont tu l'utilises derrière, quoi. Mm. Il y a encore une question sur les techniques, un peu sur les images. Visiblement, c'est quelque chose qui reste quand même. C'est quel est le format des images, donc Oui, JPEG, PNG, web, ben, je sais pas quoi. WebP ou AVIF. En gros, il y a oui, il y a des nouveaux formats d'images qui sont plus compressés, enfin, pour la même qualité visuelle, qui sont plus compressés, donc WebP et AVIF. Et il faut mieux utiliser maintenant AVIF que WebP, parce que c'est un standard qui est plus général. Mais par contre, c'est pas compatible avec tous les navigateurs. Donc ça implique quand même d'aller faire des petits réglages niveau serveur, qui sont parfois faits automatiquement hein, sur des CMS. Mais bon, sinon, il faut tout simplement demander à son hébergeur de servir les images en WebP ou en AVIF quand le navigateur est compatible. C'est possible de le faire à la volée, il n'y a pas de... Voilà, c'est faisable. Il y avait une question aussi sur, donc je la lis, pour une animation donnée, il est peut-être intéressant de différencier une animation faite par le code du site vs une animation provenant d'une librairie externe. Est-ce que l'impact change beaucoup? En fait, il y a deux choses. D'une librairie externe, ça veut dire, il faut charger la librairie externe. Ça peut être lourd, et puis le chargement, il est fait pas à chaque visite, parce qu'il peut être mis en cache, mais quand même pour tout le monde, tous les visiteurs. Et après, derrière, il y a l'animation en elle-même. L'animation en elle-même, elle est composée d'à la fois de code pour vraiment gérer l'animation. Donc, c'est un code qui va tourner et qui va... Donc, c'est du code JavaScript pour gérer l'animation. Et puis après, en fonction de l'animation, elle oblige aussi beaucoup plus de repaint. Donc, c'est quand les éléments bougent sur la page, eh ben, le navigateur, il doit gérer tout ça, il doit réafficher les éléments qui bougent plein de fois, et ça peut aussi être coûteux en ressources. Donc, ça dépend des animations. Franchement, des petites animations, ça reste quand même possible. C'est pas très compliqué d'animer des choses, hein. On peut avoir un peu d'animation. C'est vrai qu'avec une grosse librairie d'animation comme Lottie ou GSAP ou ce genre de trucs comme ça, c'est vrai que ça peut vite être lourd et du coup demander pas mal de ressources qui sont en plus à chaque visite, on va avoir ce travail qui va être effectué, ce travail d'animation, même chaque chargement de page. Donc c'est vraiment des choses qui sont répétées, 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 ce qui fait que même si en soi une animation n'est pas très coûteuse, sur le cycle de vie du site et le nombre d'affichages, le nombre de pages vues, bah, ça peut être en fait, ça s'additionne quoi. On va bientôt clôturer cette phase de questions. Myriam, est-ce que tu as encore une question pour nos experts? Est-ce que du coup, ça t'a permis d'y voir un peu plus clair voilà, sur les aspects globaux et peut-être un peu plus techniques? Alors moi, c'est clairement une prise de conscience donc, que j'avais eu un petit peu avant en échangeant avec les équipes de la collab et notamment mon chef de projet. Et aujourd'hui, avec cette table ronde, je pense qu'au-delà d'un projet de refonte de site internet, c'est un projet d'entreprise et d'embarquer en fait toutes les parties prenantes. Ce que j'aime en fait, c'est que voilà, aujourd'hui, c'est une vraie sensibilisation, même quand on s'y connaît pas sur les éléments techniques. Là, il y a eu vraiment des points essentiels. Moi, ce que je retiens, et en tout cas d'un point de vue business, l'argument qui a été le plus convaincant pour moi, c'est les éléments sur l'impact SEO. Donc, c'est ce qui me permet derrière de pouvoir convaincre aussi par rapport à ce surcoût ma direction. Mais clairement, ça fait la différence d'un point de vue 360. Mais je trouve que ce projet, c'est un projet qui me tient à cœur et j'ai envie de le mener à bien. Donc, on va retravailler ce cahier des charges pour pouvoir être un bon élève et pouvoir promouvoir justement la refonte sur ces éléments RSE. Merci beaucoup. Il y a une question qui vient juste d'arriver dans le chat et que je trouve quand même intéressante à vous poser. Sachez qu'en tout cas, on va vous refaire parvenir avec le replay on va dire une checklist des bonnes pratiques qui ont été énumérées, une boîte à outils avec quelques outils un peu pratico-pratiques que nos experts recommandent, et aussi des ressources. Donc, ça peut être des lectures
Notamment, il y en a pas mal qui sont issus du blog d'Alizé, qui nous conseillent des podcasts, des films, voilà, plein de façons en tout cas on va dire, de se sensibiliser au sujet et de progresser dans notre démarche. Donc tout ça, vous le recevrez par mail avec le replay. Et bien sûr, si vous avez des questions après ce webinaire, on se tient tous disponibles pour répondre à vos questions, soit via le site de la collab, soit via nos LinkedIn. Et on sera ravis de pouvoir poursuivre les échanges. Et donc, je pose la question de la fin qui nous vient de Christelle, qui demande donc, un site éco-conçu n'est-il pas antinomique avec l'arrivée de l'utilisation en masse d'outils additionnels liés à l'IA? Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est une vaste question parce que les outils liés à l'IA, par exemple, moi, dans mon métier, j'en utilise au quotidien pour développer. Il y a des systèmes d'intelligence artificielle pour aider le code, enfin pour compléter un petit peu. C'est de l'écriture de code intelligente avec ce qu'on commence à écrire, il complète automatiquement. Donc c'est vrai que ça fait tourner des serveurs quelque part pendant que je code. Alors quel est l'impact de ça? C'est vrai que je sais pas. Là, surtout que l'intelligence artificielle, ça demande beaucoup de ressources serveurs, donc j'imagine qu'il n'est pas négligeable. Mais voilà, c'est sur un petit moment, je code pas non plus des milliers d'heures sur un site. Donc faut voir. Et après, c'est vrai que il y a moyen que l'émergence de grosses intelligences artificielles fasse que la part du numérique dans les consommations mondiales d'énergie continue d'augmenter. Les crypto-monnaies et l'IA, je pense que ça peut continuer de vraiment pousser ça vers le haut. Et c'est vrai que du coup, on peut peut-être se dire, et du coup, un site éco-conçu, est-ce que c'est pas une petite goutte d'eau? Mais bon, c'est comme toujours, hein, chaque action compte quand même. Je pense qu'il faut aller dans la bonne direction. Mm. Merci Joanne, merci à tous de vous être connectés. Voilà, n'hésitez pas à nous parler de vos projets, de vos idées sur le sujet, de continuer à partager. On sera ravis. Merci au nom de toute la collab de vous être connectés. On est très heureux de partager ce retour d'expérience et nos expertises. Voilà, on adore ça, on est passionné par ce qu'on fait au quotidien et du coup, on est ravis de pouvoir rencontrer des gens à cette occasion, même si c'est en virtuel et pas dans la vraie vie. Et au plaisir de vous recroiser. Au revoir Merci. à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne Au journée. revoir. Bonne journée. Au revoir.